الله يوفقكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nabih Berri convoque le Parlement le 23 avril pour élire un nouveau chef de l'État, alors que Michel Sleiman appelle toutes les parties à éviter le vide présidentiel après le 25 mai. Une présidence émanant de la révolution du Cèdre ne peut que triompher. Une déclaration signée Samir Jarjah, le leader des forces libanaises, présente un programme en 32 points pour la présidentielle. Le comité de coordination syndicale brandit la menace d'une grève ouverte après Pâques, au lendemain du vote du Parlement de repousser de 15 jours l'adoption de la nouvelle grille des salaires. Et à suivre également dans cette édition, la France va proposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour que la Cour pénale internationale soit saisie de tous les crimes de guerre commis en Syrie après la présentation d'un rapport accablant. Michel Sleiman appelle toutes les parties à garantir une atmosphère positive pour éviter le vide présidentiel. Le chef de l'État, dont le mandat expire le 25 mai, estime que tout vide est inacceptable car les lois n'ont pas été établies pour que le pays tombe dans le vide. Des propos qui interviennent alors que le chef du Parlement, Nabih Berri, a convoqué l'Assemblée le 23 avril prochain pour élire le successeur du président Sleiman. Présidentielle toujours, et Samir Jarjah qui présente sa plateforme pour la présidence de la République. Au cours d'un point de presse à Mahrab en présence de nombreuses personnalités politiques, le leader des forces libanaises a annoncé un programme en 32 points. Selon lui, le chef de l'État bénéficie toujours d'importantes prérogatives et est en mesure de jouer un rôle de premier plan pour établir l'autorité de l'État. Le prochain président doit s'en tenir à la déclaration de Bravda et à la charte de Kirke, à savoir la neutralité du pays et le monopole de l'usage des armes. Concernant le volet socio-économique, Jarjah préconise un renforcement du partenariat entre les secteurs publics et privés pour la relance de la croissance économique, ainsi que la mise en place d'un fonds souverain chargé de gérer et de contrôler les revenus des ressources en pétrole et en gaz. Autre point abordé, la décentralisation administrative, la lutte contre la corruption ou encore l'adoption d'une législation moderne pour défendre les droits de la femme. Le chef DFL a rendu un hommage marqué à Michel Sleiman et affirmé qu'une présidence émanant de la révolution du Cèdre et du rêve des martyrs ne peut que triompher. Réunion du Conseil des ministres ce mercredi au palais de Bravda sous la présidence de Michel Sleiman. Un prêt de 20 milliards de livres libanaises a été accordé à l'hôpital gouvernemental Rafi Hariri de Beyrouth en but à une grave crise financière. Hier, le directeur de l'hôpital, Wassim Ouazzane, a remis sa démission au ministre de la Santé, Wael Boufaour. Le chef de l'État a par ailleurs souligné que la révision de la grille des salaires pour le secteur public est un droit. Selon Sleiman, toutes les parties doivent participer à sa protection. Et puis sur ce dossier, justement, le comité de coordination syndicale a organisé plusieurs manifestations et sit-ins ce mercredi. Le CCS brandit la menace d'une grève ouverte et d'un boycott des examens officiels après les fêtes de Pâques si le gouvernement n'adopte pas la nouvelle grille des salaires. Des menaces qui interviennent au lendemain du vote du Parlement pour ajourner de 15 jours l'approbation de cette grille pour permettre à une commission ad hoc de réexaminer les moyens de la financer. Des rassemblements ont eu lieu à travers tout le Liban, devant le ministère de l'Éducation à Beyrouth, près des sérails de Zahle et de Tripoli, ou encore sur la route du palais présidentiel de Bravda, où se tenait le Conseil des ministres. Mandat d'arrêt contre Naïm Abbas, l'un des chefs des brigades Abdallah Azzam, proche d'Al-Qaïda. Il est accusé d'avoir pris part à plusieurs opérations terroristes, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Son arrestation, annoncée par l'armée le 12 février dernier, avait permis de neutraliser une série de voitures piégées. Et puis la chaîne Al-Manar a enterré son troisième journaliste ce mercredi. Les funérailles de Halim Alaou ont eu lieu dans le Hermel. Ce technicien a été tué lundi à Maaloula par des rebelles syriens avec 2 de ses collègues. Hier, le reporter Hamzi Haj Hassan et le caméraman Mohamed Mantash ont été enterrés dans leur village natal. Les 3 hommes faisaient partie d'une importante équipe d'Al-Manar qui s'était intégrée à l'armée syrienne pour couvrir la capitulation des rebelles à Maaloula et qui avait essuyé des tirs. Selon la chaîne, l'équipe qui était à bord d'un 4x4 arborant clairement le sigle de la presse
a été la cible directe de rebelles islamistes. Les 3 journalistes sont morts sur le coup, alors que d'autres membres de l'équipe à bord d'autres véhicules ont été blessés. La France va proposer au Conseil de sécurité de l'ONU de saisir la Cour pénale internationale pour tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Syrie. C'est ce qu'a indiqué son ambassadeur Gérard Haro. Il s'exprimait lors d'un point de presse après la présentation du rapport César aux 15 membres du Conseil. Ce document contient plusieurs milliers de photos souvent insoutenables de détenus apparemment morts de faim ou sous la torture dans les prisons du régime. César est le surnom donné au photographe officiel qui a pris ces clichés et en a fait des copies avant de quitter la Syrie clandestinement. Le rapport a été commandité et financé par le Qatar qui soutient l'opposition syrienne. Il fait état de 11 000 détenus morts dans les prisons du régime en s'appuyant sur 55 000 photos prises entre la fin 2011 et l'été 2013. 2 des experts qui ont analysé les clichés ont affirmé que les photos sont authentiques et susceptibles de servir de preuve devant un tribunal international. Réaction. Ce n'est pas un geste politique. Nous n'essayons pas d'essayer de faire progresser notre cause ou une quelconque cause. Nous savons que le Conseil de sécurité est divisé. Nous savons qu'il est quasiment impossible d'obtenir une décision du Conseil de sécurité. Mais là, nous espérons que ce qui parlera, ce ne sera pas la politique, mais simplement la conscience humaine. Ceci, c'est un appel à la common decency, dont parlent les anglophones. La conscience humaine. Nous voudrions que le Conseil de sécurité réfère la situation en Syrie, la réfère à la Cour pénale internationale. Et je dis bien la situation en Syrie. Il ne s'agit pas d'accuser le régime ou d'accuser l'opposition, c'est de dire que tous les crimes contre l'humanité, tous les crimes des statuts de Rome qui ont été commis en Syrie, eh bien tous ces crimes doivent être transmis et faire l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale. Et puis sachez que l'armée de l'air jordanienne a bombardé et détruit des véhicules militaires qui franchissaient la frontière en provenance de Syrie. L'annonce a été faite par la télévision publique jordanienne qui n'a pas donné plus de précisions. Dans un instant, direction la Corée du Sud où quelques 300 personnes sont toujours portées disparues après le naufrage d'un ferry. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La police anti-émeute israélienne est intervenue ce mercredi sur l'esplanade des mosquées, l'un des plus importants lieux saints de l'islam dans la vieille ville de Jérusalem. Objectif, disperser des Palestiniens qui lançaient des pierres sur un groupe de visiteurs. La confrontation s'est produite lorsqu'une vingtaine de personnes accompagnées par la police israélienne ont tenté de se rendre sur l'esplanade qui réunit la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Des policiers anti-émeutes ont utilisé des grenades assourdissantes contre les manifestants, mais ne sont pas entrés à l'intérieur de la mosquée. Les tensions se sont exacerbées à Jérusalem en raison des célébrations de la Pâque juive. Les Palestiniens s'opposent à la présence de Juifs sur le site de l'esplanade, au pied de laquelle se trouve le mur des lamentations. Processus de paix au Proche-Orient. La réunion prévue ce mercredi à Washington entre les délégations israéliennes et palestiniennes a été reportée. Pas d'explication officielle de la part du département d'État américain. Et du côté israélien, on accuse la partie palestinienne d'être responsable du meurtre d'un officier de police lundi près d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Côté palestinien, une source proche des négociations a indiqué que la réunion a été reportée à jeudi pour permettre à l'émissaire américain Martin Indyk d'être présent. Le but de cette réunion est de tenter de prolonger les négociations de paix au-delà de l'échéance du 29 avril. Les revenus du secteur touristique égyptien ont chuté de 43% au premier trimestre 2014, s'élevant à 1,3 milliard de dollars. Le secteur du tourisme était déjà durement affecté par l'instabilité politique depuis le soulèvement populaire contre Hosni Moubarak début 2011. Il a de nouveau plongé après un attentat survenu en février qui a visé un quart de touristes sud-coréens. Près de 15 pays ont émis des restrictions de voyage depuis cette attaque, ce qui a contribué à la chute de 30% du nombre de touristes au premier trimestre.
En Corée du Sud, le bilan du naufrage d'un ferry s'annonce beaucoup plus lourd que prévu. Les autorités affirment désormais que près de 300 personnes sont toujours portées disparues. Selon les derniers chiffres officiels, 2 personnes sont mortes et près de 200 autres ont pu être sauvées. 477 personnes, essentiellement des lycéens en voyage scolaire, étaient à bord du ferry qui a coulé au large de la côte sud-ouest du pays. Les opérations de secours mobilisent 18 hélicoptères et près d'une centaine de bateaux. La marine américaine a annoncé avoir dépêché l'un de ses navires qui patrouillait dans la région pour contribuer aux recherches. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée avec certitude, mais le ferry aurait subi un choc violent et bruyant avant de chavirer. Le robot sous-marin Bluefin 21, qui est à la recherche de l'épave du Boeing de la Malaysia Airlines, a dû interrompre brièvement sa deuxième plongée ce matin. Il a eu un problème technique et remonté à la surface, puis a été renvoyé dans les profondeurs de l'océan Indien. L'opération de recherche aérienne et maritime de débris flottants s'est également poursuivie aujourd'hui. Elle mobilise une dizaine d'avions militaires, 3 avions civils et 11 navires dans un périmètre d'environ 55 000 km². Selon la marine américaine, il faudra environ 2 mois au robot pour ratisser les 600 km² où l'on pense que l'épave de l'avion a sombré. Les secours ont pu établir cette position grâce à 4 signaux sonores qui émanaient très probablement des boîtes noires de l'appareil. Le vol assurait la liaison Kuala Lumpur-Pékin le 8 mars quand il a disparu des écrans radars, 1 heure après son décollage de la capitale malaisienne. Démonstration de force dans l'est de l'Ukraine. Une colonne de véhicules blindés arborant le drapeau russe est arrivée ce mercredi à Slaviansk sous les cris de joie des habitants. Cette ville est contrôlée depuis dimanche par des insurgés armés pro-russes. Les dizaines d'hommes installés sur les blindés étaient vêtus d'uniformes sans insigne avec des rubans de Saint-Georges orange et noir, ordre honorifique des forces armées russes. L'un d'eux a affirmé être un parachutiste ukrainien mais n'a pas donné son nom. D'après les services spéciaux ukrainiens, les actions dans l'est de l'Ukraine sont dirigées par des officiers du renseignement militaire russe qui ont donné l'ordre de tirer pour tuer en direction des militaires ukrainiens. Le pape François franchit le seuil de 13 millions de followers sur son compte Twitter, @pontifex, en 9 langues dont l'arabe et le latin. Le compte pontifical officiel avait été ouvert par Benoît XVI en décembre 2012. Entre le jour de l'élection de François, le 13 mars 2013, et aujourd'hui, il a gagné 10 millions de personnes. Les tweets à la tonalité très spirituelle et centrés sur le message de l'Évangile sont souvent retweetés. Parmi les 13 millions de followers, le record est atteint par les hispanophones qui sont 5,4 millions à suivre le premier pape d'Amérique latine. Ils sont suivis par les anglophones avec 3,9 millions. Les autres langues des tweets du pape sont l'italien, le portugais, le français, le latin, l'allemand, le polonais et l'arabe. Le niveau de popularité du pape François rappelle celle de Jean-Paul II qui doit être canonisé le 27 avril. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nabih Berri convoque le Parlement le 23 avril pour élire un nouveau chef de l'État, alors que Michel Sleiman appelle toutes les parties à éviter le vide présidentiel après le 25 mai. Une présidence émanant de la révolution du Cèdre ne peut que triompher. Une déclaration signée Samir Jarjah. Le leader des forces libanaises présente un programme en 32 points pour la présidentielle. Le comité de coordination syndicale brandit la menace d'une grève ouverte après Pâques, au lendemain du vote du Parlement de repousser de 15 jours l'adoption de la nouvelle grille des salaires. Et puis la France va proposer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour que la Cour pénale internationale soit saisie de tous les crimes de guerre commis en Syrie après la présentation d'un rapport accablant. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. هيدا حقكم وحصلتوا عليه الله يوفقكم